En 1977, lorsque George Lucas délaisse le cinéma expérimental pour inventer le blockbuster avec Star Wars, il fait entrer le cinéma populaire dans un mouvement artistique en pleine expansion, le postmodernisme. Comme les peintres, écrivains, architectes ou musiciens postmodernes, il assume le fait d'être avant tout un héritier, et n'hésite pas à citer de nombreuses références littéraires et cinématographiques, tout en développant des technologies visuelles et sonores à même d'immerger le spectateur dans son univers. Bien qu'il s'agisse d'un vaste sujet de réflexion, on tient là les deux composantes principales du cinéma postmoderne. D'une part, la conscience d'arriver après de grands artistes qu'on ne peut que citer, pour les réinventer et les commenter, et d'autre part, la volonté d'aller vers une forme toujours plus immersive pour le spectateur. Ces deux conditions ont fait du super-héros une figure centrale du postmodernisme, une figure qui se définit autant par ses innombrables mutations esthétiques et thématiques que par sa propension à inspirer un spectacle visuel et sonore toujours renouvelé. Si les origines du super-héros peuvent remonter jusqu'aux mythologies gréco-romaines et germaniques, on considère que le premier super-héros moderne est le Superman de Jerry Siegel et Joe Shuster de 1938. Dès les années 40, il sera adapté aux côtés de Batman, Captain Marvel ou encore The Phantom, dans des serials qui oscillent entre action, aventure et science-fiction. Mais le déclin progressif de la forme feuilletonesque et la censure du Sénat américain via le Comics Code Authority empêchera le super-héros de définir sa véritable identité à l'écran. Après une nouvelle adaptation télévisée de Superman entre 52 et 58, c'est le Batman de Leslie Martinson qui va le remettre en lumière, aidé par le succès de la série dont il s'inspire. On y observe une première métamorphose esthétique, à travers une inclination évidente pour la fantasy du style camp, et une exubérance qui évoque d'autres curieuses références des 60s. On note aussi l'apparition des onomatopées à l'écran, détail qui m'amène à un concept incontournable du postmodernisme, l'intertextualité. Ce terme renvoie à l'idée selon laquelle tout texte, qu'il soit littéraire ou d'une autre forme artistique, porte en lui d'autres textes, qui s'influencent indéfiniment au gré des citations et allusions qui parcourent les œuvres à travers le temps. Le métissage culturel des comics et du 7e art commençait donc à se faire remarquer, et bientôt le super-héros allait prendre ses marques à Hollywood. On en revient alors à l'immersion. Comment tirer parti des avancées technologiques du 7e art pour renouveler le spectacle des super-pouvoirs? C'est la question à laquelle répondra Richard Donner dans le premier long-métrage Superman en 1978. Des effets spéciaux extraordinaires, une bande originale symphonique et un casting solide, tout est là pour indiquer que le super-héros n'est plus réservé aux aficionados des comics. Le film séduit le public autant que la critique et ouvre la voie à 3 suites au succès plus modeste. Mais peu importe, car la véritable révolution arrivera en 1989. Le Batman de Tim Burton poursuit le mouvement amorcé par Superman, en mettant tous les atouts du cinéma au service de l'univers comics. Mais plus important encore, il démontre que la figure super-héroïque s'accommode parfaitement du cinéma d'auteur. Batman est un cas d'étude passionnant, car son absence de super-pouvoir contraint les cinéastes à chercher l'immersion ailleurs que dans la pyrotechnie des pouvoirs surnaturels. Après l'esthétique camp des 60s, c'est l'imagerie gothique de Burton qui vient transformer Batman et Gotham City. La direction artistique sublime l'atmosphère cauchemardesque développée par le cinéaste sous l'influence évidente des comics des années 80, qui font de Gotham un enfer criminel dont la noirceur culmine dans le Dark Knight Returns de Frank Miller. Il est évident que le succès du film aura permis à la mythologie Batman de poursuivre dans cette veine plus sombre, notamment à travers la géniale série d'animation de Bruce Timm et Paul Dini. Mais surtout, la reconnaissance unanime de ses qualités artistiques a élevé la figure du super-héros en l'inscrivant plus fortement dans l'histoire de l'art. Après des années 90 marquées par 3 suites de Batman et une poignée d'autres films au succès aléatoire, les années 2000 vont marquer l'explosion des super-héros à Hollywood. Le monde réel s'invite peu à peu dans le leur et les enjeux dramatiques, de plus en plus, font écho aux préoccupations de la société contemporaine. Conformément à l'esprit des comics, Marvel et DC ont 2 approches différentes de ce rapport à la réalité. L'ambition mythologique de DC propulse ses héros dans la grande histoire et mêle leurs aventures au grand récit de notre civilisation.
tandis que la démarche de Marvel est plus humaine et intime, se traduisant par des récits en forme de quête identitaire. So, when did you first know you were a mutant? We thought Bobby was going to a school for the gifted. Bobby is gifted. We know that. We just didn't realize he We was... still love you, Bobby. It's just this mutant problem is a little... What mutant problem? Mais cette période marque aussi l'arrivée de cinéastes qui comprennent l'interaction possible entre l'esthétique comics et la mise en scène. Ang Lee réalise une très belle combinaison des deux formes dans Hulk, notamment à travers un montage qui se plaît à juxtaposer les échelles de plans, comme dans une page de bande dessinée. Ready room, send in our containment team. Non-lethals only. I repeat, non-lethals only. I must have a sample of him. Under control, General. I'll let you know if we need you. Mais bien entendu, la réussite la plus éclatante de son temps est le Spider-Man de Sam Raimi. Le geste du réalisateur complète celui de Burton, laissant le rythme si particulier des comics infiltrer sa mise en scène. Le film et ses suites sont à la fois une synthèse de ses thèmes et genres de prédilection, et un regard profondément humain sur les enjeux dramatiques des comics. Ils parviennent à articuler le grand spectacle et la dimension sociale qui caractérise l'esprit de Marvel. Tandis que Dark Horse s'invite également dans les salles obscures, avec le Hellboy de Guillermo del Toro, d'autres cinéastes s'emparent du super-héros pour se confronter à l'exercice du pastiche et du détournement, à l'instar de Brad Bird avec Les Indestructibles. D'autres encore, comme M. Night Shyamalan, utilisent l'intertextualité pour commenter la forme comics, non seulement élevée au rang d'œuvre d'art, mais envisagée comme une nouvelle mythologie qui nous permet de repenser le monde réel et son histoire. I believe comics are our last link to an ancient way of passing on history. The Egyptians drew on the walls. Countries all over the world still pass on knowledge through pictorial forms. I believe comics are a form of history that someone, somewhere felt or experienced. Then, of course, those experiences and that history got chewed up in the commercial machine, got jazzed up, made titillating cartoons for the sale rack. Malheureusement, les années 2010 ont terni cette image du super-héros libérateur des formes. La faute à une course économique qui méprise la personnalité des cinéastes et ne s'intéresse que très peu à l'identité des personnages. L'univers étendu de Marvel a fait passer l'ambition esthétique au second plan, et réduit l'intertextualité à une forme de fanservice. Les films dialoguent entre eux, mais plus avec l'histoire commune du cinéma et de la bande dessinée. Quant à l'univers cinématographique de DC, s'il met en avant des cinéastes avec plus de personnalité, il est incapable de réunir ces personnages avec cohérence d'un film à l'autre. Selon beaucoup d'intellectuels, le postmodernisme aurait aujourd'hui disparu, dans les profondeurs d'une société chaotique et dépourvue de mouvements artistiques dominants. Personnellement, je crois au contraire que le postmodernisme est partout, mais qu'il a été détourné de sa fonction première. Dans un monde où Disney truste chaque année les premières places du box-office avec des remakes toujours plus ironiques pour ne pas dire cyniques, le postmodernisme n'est plus à la marge, il est la norme. Mais le super-héros permet de nuancer ce constat. Si les univers partagés semblent incapables d'honorer l'héritage dans lequel ils puisent inlassablement, quelques voix se sont élevées contre ce formatage global. Le formidable Spider-Man New Generation nous rappelle le vaste potentiel narratif et esthétique des multivers. Et avec Logan, James Mangold livre un western crépusculaire qui dépeint la fin d'un mythe en citant un autre. Man has to be what he is, Jimmy. Can't break the mold. I tried it, it didn't work for me. Alors, si le super-héros est encore capable de déconstruire ainsi son histoire et de transcender les formes qui l'ont rendu si populaire, c'est qu'il reste un espoir, que l'industrie ne l'a pas encore vaincu, et que son destin n'est peut-être pas tout à fait accompli.